Bonjour à tous, nous allons débuter ce webinaire sur l'intégration des usages dans un projet architectural. Avant d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vous rappelle que ce webinaire vous est proposé en exclusivité par Keox, portail qui permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment. Le site propose également des analyses des meilleurs experts publiées dans les 5 classeurs à mise à jour et dans la revue bimestrielle Complément technique. Les abonnés reçoivent par ailleurs toutes les 2 semaines une newsletter reprenant les actualités parues sur le site. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Brice Labille, Philippe Lorino et Léonard Querelle. Léonard Querelle, vous êtes président du syndicat Sinov Ergonomie et ergonome au sein de la société Ergonomie et Conception qui accompagne des entreprises engagées dans des transformations techniques et organisationnelles. Philippe Lorino, vous êtes polytechnicien, ingénieur général des mines, vous avez été haut fonctionnaire, vous êtes aujourd'hui professeur émérite à l'ESSEC et expert auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Pragmatisme et études des organisations. Enfin, Brice Labille, vous êtes ergonome au sein du cabinet de conseil Praxo, où vous intervenez principalement sur des problématiques industrielles et tertiaires. Vous êtes membre de la fédération Sinov et expert auprès de l'AFNOR. Vous avez tous les trois participé à l'ouvrage collectif Intégrer les usages dans un projet architectural qui est paru récemment aux éditions du Moniteur et qui compte 18 co-auteurs. C'est sur cet ouvrage que vous vous appuierez aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi concevoir un bâtiment et concevoir l'organisation qui en fera usage forment un seul et même processus. Vous allez nous montrer dans ce cadre l'intérêt d'une approche axée sur les usages et les usagers tout au long du processus de conception et mettre en lumière les effets d'une mauvaise prise en compte des usages et des usagers dans l'exploitation future du bâtiment. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran, comme vous le voyez en ce moment s'afficher sur votre écran. Je passe la parole à Monsieur Querelle pour débuter cette présentation. Merci beaucoup, Alice. Bonjour à toutes et tous. Nous vous remercions pour votre présence. Pour aborder notre sujet, je vous propose un détour décalé, emprunté à Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, qui est ici en photo. Il nous alerte sur un phénomène à la fois très actuel, mais dont l'origine est très ancienne, qu'il nomme ultracrépidarianisme. Pour définir ce terme, il convient de revenir à l'histoire prétendue de son origine. Apelle-de-Co est un célèbre peintre grec qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Hélas, aucune de ses peintures n'aurait été conservée. D'après Pline l'Ancien qui relate l'histoire, Apelle, lorsqu'il exposait ses peintures à l'étal, avait coutume de se tenir derrière ses tableaux et d'écouter les commentaires des passants. Un jour, un cordonnier critiqua la manière dont Apelle avait peint une sandale. Dans la nuit qui suivit, l'artiste retoucha l'œuvre. Le cordonnier, constatant le lendemain les changements apportés, et fier que son jugement ait ému le peintre, commenta le dessin de la jambe. Alors Apelle se détacha de derrière son tableau et lança au passant « Sutor ne supra crepidam » cordonnier, pas plus haut que la sandale. Il est également possible de l'entendre de la manière suivante « Ne sutor ultra crepidam » que le cordonnier ne juge pas au-delà de la sandale. Ce proverbe est à l'adresse de celles et ceux qui veulent parler en connaisseurs de choses qui ne relèvent pas de leurs compétences. Dès lors, la question qui émerge et qui nous occupe plus précisément dans le cadre d'un projet architectural, voire d'un projet tout court, à qui pouvons-nous faire confiance? Autrement dit, qui a la légitimité suffisante pour raconter une histoire dont la traduction par les concepteurs dans les plans aura des implications pratiques plus vertueuses que délétères une fois le bâtiment construit. Alors, fort heureusement, Étienne Klein nous apporte quelques amorces de réflexion, entre autres que l'ignorance est l'affaire du sachant. La belle affaire. Celui qui sait ou celui qui porte l'expérience connaîtrait les limites de sa connaissance. Mais concrètement, ça donne quoi? Nous pouvons passer à la diapositive suivante, Alice. Il semblerait qu'Étienne Klein nous invite à accorder du crédit à celui qui assume de dire « je ne sais pas ». Lui donner du crédit, c'est donner une place à sa connaissance, à son expérience, à son rapport à la réalité, à son ressenti, à ce qu'il fait pour faire, à ce qu'il fait pour empêcher.
et je me dois de vous inviter à convoquer toute la richesse du concept d'activité tel que les ergonomes le mobilisent. Il pourrait paraître étrange d'inviter ici les ergonomes. Ce sentiment est légitime tant le concept est récupéré, marchandisé, appauvri, sacrifié. Étienne Klein le dit clairement, l'enjeu des règles et du processus est le levier incontournable pour lutter efficacement contre la tendance au crépidarianisme. Toute l'ambition de l'ouvrage collectif que nous présentons ce matin est une invitation à agir autrement. Cela nécessite au moins 3 piliers fondamentaux. Analyser l'activité humaine qui se déploie individuellement et collectivement. Même la construction d'un bâtiment doit s'enrichir de l'expérience du fonctionnement au sein d'un bâtiment proche ou similaire. Structurer le projet pour confronter les choix de conception à leurs effets concrets, notamment par des simulations et en laissant place à la connaissance des acteurs de terrain. Rester vigilant sur le fait qu'un projet architectural est un projet organisationnel qui ne dit pas son nom. Penser l'un nécessite structurellement de penser l'autre en même temps. Cet ouvrage est tout simplement une invitation à conduire les projets de sorte qu'ils soient ancrés dans la réalité de celles et ceux qui auront à vivre avec le bâtiment en question. Je laisse la parole à Philippe Lorino, que nous remercions infiniment pour sa générosité, puisqu'il nous fait l'honneur d'être présent avec nous ce matin. Merci Philippe. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à ce webinaire et de me donner l'occasion donc d'échanger avec des professionnels du secteur de la construction, du bâtiment, de l'architecture. Alors, je dirais que on est un peu confronté à un constat étonnant lorsque l'on parle d'intégrer les usages dans un projet architectural, c'est qu'il me semble qu'intellectuellement, l'idée selon laquelle il est bon d'intégrer les usages dans les projets architecturaux est admise depuis déjà assez longtemps. Et pourtant, il semblerait que, en pratique, ça ait beaucoup de difficultés à se couler dans la manière dont effectivement les projets fonctionnent. Alors j'expliquerai cela par le fait que dès qu'on évoque la prise en compte des usages dans un projet architectural, on est confronté à un paradoxe que les spécialistes de gestion de projet connaissent bien. Plus on est en amont dans un projet, plus on est en amont dans la conception d'un futur bâtiment, plus les choix qu'on réalise gèlent des options et créent de l'irréversibilité. Ce sont les premières décisions que l'on prend qui créent le plus d'irréversibilité. On va continuer à créer de l'irréversibilité au fil de la conception, mais le maximum d'irréversibilité est créé dès le début. Or, au début, en amont d'un projet, c'est le moment où on connaît le moins les usages futurs. Il y a le plus d'incertitude sur ce que seront les usages de ce bâtiment. Et je résumerai en disant, moins on connaît, plus on engage. Alors, ceci, bien sûr, pour deux séries de raisons. Des raisons qui sont strictement liées à la temporalité, c'est que quand on lance un projet, le bâtiment sera livré à ses utilisateurs 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans après le lancement. Donc, il y a un décalage dans le temps important et il s'agit d'anticiper ce que seront des usages dans au moins 1 an, souvent plusieurs années. Mais encore pire, ce bâtiment va avoir une durée de vie de 20, 30, 40, voire plus années. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'anticiper les usages de ce bâtiment dans 3, 4, 5 ans, mais il s'agit aussi d'essayer, dans la mesure du possible, d'anticiper l'évolution de ces usages dans 15, 20, 25 ans. Et on voit qu'il y a là une réelle difficulté. L'autre difficulté, c'est que les notions d'usage et d'usager ne vont pas d'elles-mêmes. Elles sont plus complexes qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, ce que vient de dire Léonard Querelle le signale. L'utilisateur, l'usager d'un bâtiment, ça n'est généralement pas un individu, ni d'ailleurs une somme d'individus, mais c'est une organisation. C'est l'organisation d'un hôpital, si c'est un hôpital, l'organisation d'un tribunal, l'organisation d'un établissement scolaire, l'organisation d'un siège social ou d'une administration publique. Et donc, l'utilisateur du bâtiment, il est à la fois collectif, mais en plus, il est structuré par des flux, par des trajectoires, par des échanges, par des rencontres délibérées ou fortuites, par des évitements, la nécessité d'éviter des rencontres pour des raisons qui peuvent être des raisons de confidentialité ou des raisons qui peuvent être des raisons de sécurité, des raisons sanitaires, etc.
Et donc, la question de savoir, comme disait je ne sais plus qui, je n'ai jamais serré la main d'une organisation. Et donc, qui va être le porte-parole de l'organisation dans son côté relationnel? Et lorsqu'on dit organisation, en fait, on dit activité collective. Et donc, le véritable usager du bâtiment futur, c'est une activité collective. Ce sont des activités collectives, des pratiques collectives qui vont s'y inscrire. Et donc, il ne suffit pas de donner la parole à 1, 2, 3, voire 10 individus. Alors, pour répondre à ce paradoxe, deux lignes de conduite me paraissent pouvoir être décrites. La première est celle que j'appellerais la ligne de conduite traditionnelle, c'est le contrôle. À l'instant donné, quand on va devoir prendre des décisions, on maximise l'information dont on dispose sur les usages futurs, on construit une représentation rationnelle aussi pertinente et aussi complète que possible de ce que l'on pense que seront ces usages, puis on va piloter le projet en contrôlant le fait que les choix qui sont faits, les activités qui ont lieu, sont conformes à la représentation qui peut prendre la forme d'un plan, d'un cahier des charges, de spécifications, etc. Alors, cette ligne du contrôle présente un gros avantage apparent et un gros inconvénient réel. Le gros avantage apparent, c'est que ça donne l'illusion aux décideurs qu'on sait où on va. On a fixé une cible, on a construit une représentation rationnelle, on ne fait pas n'importe quoi, on contrôle et donc on sait où on va. C'est à la fois une source de confort intellectuel et moral. Le gros inconvénient réel, c'est qu'on ne sait pas où on va. Parce que les usages futurs ne sont pas du tout ou pas nécessairement représentés par ce modèle rationnel de cahier des charges, de spécifications, etc. Et donc, on crée en fait une fausse sécurité et une fausse stabilité qui expose le projet à de cruels mécomptes, des retours en arrière, des déceptions, des surprises. Alors, l'alternative au contrôle, c'est ce que on appellerait dans le langage courant l'exploration. Moi, ce que j'appelle dans mon jargon de chercheur l'enquête au sens pragmatique du terme, l'exploration, c'est-à-dire fonder, on essaie d'agir sur les deux pôles du paradoxe, sur la connaissance des usages d'une part, d'usages futurs et incertains, et sur la création d'irréversibilité. Alors, agir sur les usages, il s'agit d'explorer, de fonder une exploration, une compréhension des usages futurs sur un dialogue vivant entre les diverses parties prenantes au projet, dialogue toujours renouvelé et alimenté par de l'expérimentation. Agir sur l'irréversibilité, il s'agit de réduire et de retarder les irréversibilités en gardant le maximum d'options ouvertes le plus longtemps possible. Alors, il ne s'agit pas en général, bien sûr, là je fais une description qui est un peu schématique, il ne s'agit pas de choisir entre contrôle et exploration. Dans tous les projets réels, il y aura toujours du contrôle, il y aura toujours de l'exploration. Mais je dirais qu'il s'agit, à mon sens, de passer de projets dans lesquels il y a beaucoup de contrôle et un peu d'exploration à des projets dans lesquels il y a un peu de contrôle et beaucoup d'exploration. Ce qui est un changement profond de pratique et de culture. Alors, l'option contrôle est clairement dominante. Pourquoi? Parce qu'il y a des décennies de pratiques managériales qui sont orientées vers le contrôle et qu'en plus, en France, je dirais la société française est, à mon avis, une société du contrôle. La prégnance de la culture du contrôle dans les élites décisionnaires en France est très forte. Elle repose en partie, à mon avis, sur un axiome qui est rarement ou pas du tout formulé, mais qui est très fort, c'est les parties prenantes ne sont pas des parties sachantes. Et à partir du moment où on part du principe que les parties prenantes ne sont pas des parties sachantes, il faut se méfier de leur subjectivité, de leur incompétence, des biais qu'ils peuvent avoir, et il vaut mieux confier à des élites sachantes le soin de concevoir les usages et les moyens de les assurer. Ça se traduit par exemple par une culture technocratique qui est très forte en France, selon laquelle il vaut mieux faire confiance à des modèles supposément rationnels et bien informés qu'à l'expérience des acteurs ou au dialogue entre parties prenantes qui, je le répète, sont supposées très souvent ne pas être des parties sachantes. Alors, l'option exploration, plus concrètement, elle peut se décliner en un certain nombre de lignes d'action. J'en préciserai, et je ne prétends pas être exhaustif, j'en préciserai 4. La première ligne d'action, c'est évidemment multiplier les points de vue. Et ça veut dire quoi, multiplier les points de vue? Ça veut dire donner la parole, et au-delà de la parole, un vrai pouvoir d'agir, un vrai pouvoir d'influence aux multiples parties prenantes avec leurs points de vue qui sont légitimement multiples.
Ceci suppose de prendre le temps dans le projet du dialogue et de la concertation, qui peut apparaître comme du temps perdu à court terme, mais qui en fait est du temps gagné, souvent, et de chercher la meilleure incarnation possible des parties prenantes, ce qui dans un certain nombre de cas va de soi, c'est-à-dire on sait très bien qui va pouvoir s'exprimer au nom des médecins dans un hôpital ou au nom des infirmières dans un hôpital, etc. Mais parfois ça ne va pas du tout de soi, parce qu'il s'agit de parties prenantes futures qui n'existaient pas encore, et donc il faut essayer de trouver ce qu'on appelle en anglais un proxy, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra exprimer le point de vue d'une partie prenante qui n'est pas encore identifiée et dont on sait qu'elle interviendra dans un avenir plus ou moins proche. C'est aussi le cas de l'organisation. Quelle est la voix de l'organisation? Qui va parler au nom de l'organisation? Ça ne va pas de soi non plus. La réponse classique, c'est le dirigeant, mais souvent, le dirigeant n'a pas une connaissance réelle, profonde, de l'activité collective qui va s'organiser dans le bâtiment. Donc, il faut trouver les bonnes incarnations. Deuxième ligne d'action, réduire et retarder les irréversibilités. Ceci passe par exemple par la conception d'un bâtiment versatile, pour employer un terme informatique. C'est-à-dire un bâtiment dont les fonctions pourront évoluer, changer au fil du temps. Par exemple, pour donner un exemple, concevoir un parking à étage qui pourra se transformer en immeuble de bureau. En général, ceci coûte plus cher. Il y a un surcoût pour concevoir un bâtiment versatile. Et donc, si on est dans une logique budgétaire pure et dure, je dirais bête et brutale, ça va être difficile de concevoir des bâtiments versatiles. Mais si on se place dans cette optique d'intégrer les usages, non pas uniquement les usages proches, mais aussi les usages lointains, c'est impératif d'avoir en tête cet impératif de versatilité. Également, organiser le projet de manière à avoir la préoccupation permanente de créer des options et se méfier des cas où la décision paraît unique, singulière, il n'y a pas d'autre décision possible. Non, il y a pratiquement toujours des options possibles. Donc faire l'effort de créer des options et de maintenir le maximum d'options ouvertes le plus longtemps possible, comme je le disais tout à l'heure. Ceci, là encore, peut se traduire à court terme par un surcoût apparent. Mais en fait, l'expérience montre que le surcoût apparent de maintenir le maximum d'options ouvertes, souvent sur l'achèvement du projet et sur le cycle de vie du bâtiment, va se traduire par une meilleure performance, des économies et des gains de temps. Troisième ligne d'action, expérimenter, expérimenter, expérimenter. Parce que expérimenter, ça permet à la fois de mieux explorer les usages futurs, de mieux explorer les usages et de mieux connaître, de retarder l'irréversibilité. Parce qu'on peut se permettre au niveau d'une expérimentation de tester une pluralité d'options qu'on ne pourra plus se permettre de mettre en œuvre au moment de la réalisation. Quatrième ligne d'action, impliquer non une somme d'individus, même pas une somme de métiers, de fonctions, mais impliquer la future organisation utilisatrice, c'est-à-dire la future activité collective ou les futures activités collectives utilisatrices, avec leurs impératifs de coordination, leurs impératifs d'échange, leurs impératifs de flux et de trajectoire, de rencontres avec le public, de flux de voyageurs, etc., etc. Et la manière notamment dont l'organisation future va essayer de connecter l'espace et le temps. Comment le temps va s'inscrire dans un espace et comment l'espace va permettre une certaine organisation du temps. Voilà, j'en reste là parce que sinon je serais trop long. Et en conclusion, je dirais que le paradoxe, je le rappelle, c'est que moins on en sait, plus on décide, mais qu'une manière de répondre à ce paradoxe, c'est plus on explore, mieux on se porte. Merci. Merci Philippe, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, avant de passer aux questions, je vais prendre le temps de vous présenter de façon succincte l'ouvrage. Le contenu de l'ouvrage, alors nous avons une préface rédigée justement par Philippe Lorino, dans laquelle vous retrouvez une partie des éléments qu'il a développés à l'instant. Et j'en profite d'abord au nom du Synov Ergonomie pour le remercier encore une fois chaleureusement pour sa contribution à cet ouvrage. Nous avons ensuite du coup les usages en architecture à travers les âges, un chapitre réalisé par Vincent Duchazot, et puis un chapitre très précieux de Gérard Boucher sur la place de la maîtrise d'ouvrage dans un projet architectural qui présente des outils et des éléments de méthode pour faciliter l'intégration des usages le plus en amont des phases du projet. Et enfin, nous avons 13 chapitres qui illustrent par l'exemple des thématiques.
Donc sur la slide suivante, Alice, voilà. Ces 13 chapitres rapportent des réalisations effectuées dans différents domaines, qui vont du bâtiment industriel jusqu'à la crèche municipale, en passant par le centre d'appel ou l'accueil dans une administration publique. Alors, sur la slide suivante, on ne va pas tous les lister, mais pour vous donner à voir de quoi il est question, j'ai pris un petit exemple dans le chapitre 11 sur les EHPAD, donc les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Rapidement, donc le contexte, il s'agit de la création d'un nouvel EHPAD en capacité d'accueillir 110 résidents. La mission qui est confiée au cabinet d'architectes couvre les phases de faisabilité, de programmation, des études de conception et de suivi des travaux. Le projet se structure autour d'un concept qui vise à offrir à chaque résident un environnement familier et des situations de vie les plus proches possibles de celles d'une ambiance familiale. Donc, c'est ce que vous voyez sur le schéma. Pour ce faire, du coup, les résidents vivent par petits groupes de 8 à 9 personnes, entourés de l'aide nécessaire, soignants et logistique. Donc, voilà, le principe est celui-ci. Nous avons des petits îlots et des fonctions centrales. Dans ce projet, nous sommes en phase de faisabilité et l'équipe s'est adjointe les compétences d'un spécialiste de l'analyse des usages et des situations de travail, un ergonome. Et à ce stade, pour la MOA, alors sur la slide suivante, Alice, voilà. Pour la MOA, il est évident pour des questions de commodité qu'un certain nombre de fonctions doivent rester centralisées. C'est notamment le cas des repas où une salle à manger commune à l'ensemble des résidents doit être en proximité immédiate avec la cuisine centrale. Et alors, du coup, l'ergonome propose de consolider cette hypothèse de travail, à savoir ce rapprochement entre la cuisine centrale et la salle à manger commune, de la consolider par un retour d'expérience dans d'autres EHPAD fonctionnant sur des bases similaires, à savoir des îlots d'hébergement. Et c'est accepté par l'équipe projet. Donc, 2 situations de référence sont identifiées, dans lesquelles vont être menées des observations de jour comme de nuit et des entretiens avec le personnel. Quel retour du point de vue des usages et des conditions d'organisation? Alors, le retour de cette étude est très intéressant parce qu'on apprend que dans les faits, il y a un temps non négligeable du personnel soignant qui est consacré en fait au transfert des résidents les moins autonomes depuis les îlots vers la salle à manger. Il s'agit des personnes en fait en fauteuil, mais aussi des personnes en déambulateur pour lesquelles il faut sécuriser les déplacements. Et ce temps représente 30 à 45 minutes en début et en fin de repas, et mobilise à peu près 4 ou 5 soignants, c'est ce qui est illustré par le petit schéma qui est à côté. En contrepartie, le service de table s'opère avec un nombre réduit de personnel et une possibilité d'aide aux résidents finalement qui se voit limitée d'autant. Par ailleurs, il est courant aussi que des résidents trop fatigués ou alors en fin de vie soient finalement servis directement dans l'îlot d'hébergement, car ils n'ont plus la force de se rendre à la salle commune. En bilan, ce temps consacré au transfert est considérable et incompressible. Il est ressenti à la fois comme une très forte contrainte par les équipes qui le qualifient de temps perdu, car au détriment de l'aide au repas des résidents. Et du coup, ils ont l'impression effectivement de manquer de temps. Par ailleurs, ces transferts sont aussi source de fatigue pour les résidents, voire les épuisent carrément en fin de journée. Donc, voilà, c'est un temps qui est peu opérationnel, qui est peu intéressant. Et il est évoqué que les échanges avec les personnels sont justement très pauvres durant ces déplacements parce que l'objectif premier de ces personnels, c'est d'organiser le balai efficace des dizaines de fauteuils roulants en partance vers la salle à manger commune. De ce retour, quel impact pour la conception? Eh bien, au final, l'équipe projet a décidé d'abandonner le principe d'une salle à manger commune pour favoriser en fait la prise des repas au sein des îlots d'hébergement. En diminuant, ça a permis de diminuer les temps de déplacement des résidents et favoriser une plus grande disponibilité de l'équipe auprès de ces derniers. Donc voilà, ça c'est un choix de conception. Et la conséquence, vous le voyez, c'est qu'il faut désormais penser la liaison entre les îlots et la cuisine centrale d'un point de vue technique. Comment opérer cette liaison d'une part et quelle organisation associée d'autre part. Et du coup, ça a été réfléchi et pensé par la mise en place de groupes de travail avec les utilisateurs, avec les soignants et la réalisation de simulations pour valider les solutions. Une des solutions, notamment, a été par exemple d'intégrer dans chaque îlot un lave-vaisselle qui permet finalement de réduire les flux de vaisselle entre la cuisine centrale et les îlots et qui permet également aux résidents de conserver une activité finalement du quotidien qui permet aux plus valides finalement de continuer à avoir une activité utile dans la journée.
Je n'en dis pas plus hein, sur la finalité et la traduction spatiale finalement de ce qui a été proposé par les architectes. Vous le retrouverez en parcourant l'ouvrage. Voilà, ça c'est l'utile. Je relaisse la main à Alice. Merci à tous les trois pour vos présentations. Nous allons passer maintenant aux questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, si ce n'est pas déjà fait, en utilisant le module qu'il y a sur la droite de votre écran. Et nos intervenants vont y répondre maintenant. Donc, je repasse la parole à Léonard Querelle pour les questions. Merci beaucoup, Alice. Alors, je vais lire les questions telles qu'elles ont été rédigées, sans interprétation et donc avec le plus de neutralité possible. La première, il me semble que en lisant et en parcourant à la fois la préface, mais aussi l'ouvrage rédigé par Philippe Lorino, cette question trouvera réponse plus précise. Et donc, du coup, je pense que cette question s'adresse comme une invitation à prolonger l'allocution de Philippe. Du coup, la question est la suivante. Ne serait-ce pas la culture technocratique des donneurs d'ordre issus d'un modèle technique et économique dominant, marqué par la gouvernance par les nombres, qui amène à ne pas penser utile de travailler les besoins d'usage futurs dans les projets? Peut-être que Philippe pourrait réagir à cette question. Oui, très volontiers, mais ma réponse peut être assez courte. Je dirais oui, je pense que la culture technocratique, je ne perds pas une occasion de dénoncer les effets délétères de la culture technocratique en France sur beaucoup de sujets, entre autres là, évidemment, sur l'intégration des usages dans les projets architecturaux, mais je pense que les effets délétères sont beaucoup plus larges et beaucoup plus globaux. Là, tout à l'heure, je vais quitter ce séminaire à 10h30 pour aller à une conférence sur le système de santé. Et je pense qu'il y a dans le système de santé également des effets délétères terribles de la culture technocratique qui conduit à mettre en œuvre, au nom d'une bonne gestion, une bureaucratie, en fait. Il y a une confusion entre gestion et bureaucratie, une bureaucratie extrêmement lourde. Alors bon, on peut analyser les causes de cette culture technocratique et comment y faire face. Je pense qu'il y a une prise de conscience croissante en France des effets de cette culture, même au niveau le plus élevé, puisqu'il semblerait que notre président de la République ait conscience du fait qu'il faut modifier la filière de formation, l'ENA, supprimer l'ENA, remettre en cause les grands corps. On va voir ce qu'il en advient. Mais oui, ma réponse, c'est je pense qu'effectivement, elle joue un rôle déterminant et délétère. Philippe, j'en profite tant que vous avez la parole. Une autre question qui, me semble-t-il, peut s'adresser à vous directement. Je la reformule un tout petit peu, donc pardon pour l'auteur, enfin pardon à l'auteur, mais globalement la question qui vient, c'est du coup pourquoi les organisations n'interrogent-elles jamais les salariés sur la conception des bâtiments? Alors, effectivement, je n'ai répondu qu'imparfaitement à la question préalable qui axait la question sur les donneurs d'ordre. Alors, les donneurs d'ordre, ça peut être des grandes institutions publiques, des administrations, etc. Et là, on voit bien que la culture technocratique les imprègne. Mais ça peut aussi être des entreprises, des organismes privés. Et je pense que la culture technocratique qui vient de l'État et du secteur public en France s'étend, se répand très largement dans le secteur privé, dans la mesure où beaucoup des dirigeants du secteur privé sont eux-mêmes issus des mêmes grandes écoles, voire sont d'anciens hauts fonctionnaires. Alors pourquoi ne consulte-t-on pas les salariés? Je dirais que la phrase que j'ai évoquée dans ma présentation, c'est-à-dire la conviction selon laquelle les parties prenantes ne sont pas des parties sachantes, est très présente dans l'esprit de beaucoup de décideurs, plus ou moins consciemment. Je me souviens avoir travaillé dans un secteur proche de celui dont on parle aujourd'hui, avoir dirigé une thèse sur l'introduction du plan stratégique de patrimoine dans le secteur du logement social en France il y a une vingtaine d'années. Et alors, ce qui était très frappant, c'est que le ministère de l'Urbanisme et du Logement, à l'époque, avait conçu le plan stratégique de patrimoine avec un logiciel qui avait été développé avec un consultant privé.
et qui était complètement verrouillé de manière à ce que les utilisateurs ne puissent absolument pas le paramétrer ou le transformer. Il fallait qu'il soit utilisé tel quel. Et quand on interviewait les lanceurs du projet PSP, Plan stratégique de patrimoine, ils expliquaient qu'il fallait absolument pas que les utilisateurs, c'est-à-dire les organismes HLM, les organismes de logement social, les organismes HLM, puissent entrer dans l'application parce que sinon ils allaient y mettre les biais subjectifs de leur appréciation. Ils ont toujours tendance à trouver les résidences plus belles qu'elles ne sont. Et donc, il ne fallait surtout pas qu'ils puissent déformer le jugement objectif porté par le logiciel qui sous-tendait le plan stratégique de patrimoine. Mais je crois que ça, c'est très typique de cette méfiance vis-à-vis des parties prenantes, incluant les salariés, mais pas seulement les salariés, je crois aussi les usagers, les riverains, etc., dont on considère qu'ils ne sont pas en mesure, ils n'ont pas les connaissances qui leur permettent d'émettre des avis pertinents. Alors, c'est parfois vrai, c'est-à-dire que les parties prenantes, même les salariés, n'ont pas toujours au départ la technicité qui leur permet de se situer sur un terrain d'expertise pour donner un avis pertinent sur certains sujets. Mais c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on n'amorce pas la boucle, c'est-à-dire si on ne donne pas d'abord un minimum de munitions aux parties prenantes pour être capable d'intervenir un peu au départ, et c'est en intervenant qu'on apprend à intervenir. Le cercle vertueux, c'est la partie prenante qui, à force de prendre parti et d'intervenir, devient de plus en plus experte. Et ce cercle vicieux, c'est pas un fantasme. On l'a vu à l'œuvre dans un certain nombre de secteurs comme par exemple les associations de patients sur certaines pathologies, où au départ, que ce soit les patients du sida ou la mucoviscidose, etc., n'avaient pas une très grande expertise sur le sujet médical, et à force d'intervenir, d'être capable de lire des articles, de répondre à des questions, etc., se sont construits de véritables contre-expertises. Donc je dirais qu'il ne faut pas passer du cercle vicieux, ils ne savent pas, donc ils ne peuvent pas participer, et comme ils ne participent pas, ils ne sauront jamais, passer au cercle vertueux, ils savent un peu, ils peuvent intervenir, on explique quand ils ont tort, on met carte sur table et on explique pourquoi nous pensons qu'ils ont tort, et progressivement, à force de participer, ils savent de plus en plus. Et comme ils savent de plus en plus, ils peuvent participer de plus en plus. Pour l'instant, en France, je pense qu'on est souvent un peu enfermé dans le premier cercle vicieux. Ils ne savent pas, donc ils ne participent pas. Alors, du coup, merci à toutes et tous pour vos remarques et vos questions. Philippe, gardez la main encore sur la webcam ouverte, s'il vous plaît. Il y a une remarque que je vais transformer en question, qui paraît à la fois évidente, mais qui peut peut-être aussi l'occasion de préciser un certain nombre d'éléments. Philippe, la remarque, en fait, s'articule autour de quelque chose qui pourrait être quelle serait finalement la part entre culture technocratique que vous avez décrite et la question de l'objectif finalement de la construction du bâtiment, et je cite la remarque, qui s'inscrit du coup dans un système ultra-capitaliste et qui vise le rendement bien plus que les usages. Est-ce que vous souhaiteriez réagir du coup à cette invitation? Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours une telle contradiction entre, par exemple, la rentabilité d'un projet et sa qualité en termes d'usage. Alors, il peut arriver qu'il y ait contradiction d'objectifs, mais je crois que dans la majorité des cas, alors je ne saurais pas dire 60% des cas, 70% des cas, 80% des cas, le fait de ne pas prendre en compte les usages dans la conception du bâtiment nuit à la qualité de vie des futurs utilisateurs et nuit à la qualité du bâtiment du point de vue des usages, mais nuit aussi au délai et à la rentabilité du projet. Parce que la mauvaise prise en compte des usages, tôt ou tard, se traduit par des dysfonctionnements. Je dirais, on a plein d'exemples en tête de conceptions qui ont été faites uniquement. Par exemple, je donnerai un exemple. J'ai eu un doctorant qui a fait sa thèse sur la sécurité du travail sur les chantiers du groupe Vinci, sur les chantiers de construction du groupe Vinci, notamment des chantiers de construction d'immeubles de bureaux, puisque le projet sur lequel il avait concentré sa thèse était un projet de tour à la Défense pour une grande banque. Et
on voyait qu'en conception, étude, planification du projet, les impératifs pris en compte dans les choix, par exemple, de systèmes constructifs, étaient des impératifs de coût et de délai. Pas des impératifs de sécurité du chantier, parce qu'il y avait en arrière-plan un axiome selon lequel la sécurité du chantier, c'est avant tout une affaire de comportement sur le chantier. Et donc, c'est une affaire de management des équipes de compagnons, chefs de chantier, etc. Respect des règles de sécurité. Et Vinci, comme d'ailleurs les autres groupes de construction, ce n'était pas un problème propre à Vinci, se heurtait à un problème, c'est que le groupe mettait en avant un impératif, une priorité sur la sécurité du travail pour des raisons notamment d'attractivité du secteur, etc., mais tangenté, il y avait un plafond de verre, et n'arrivait pas à améliorer la sécurité au-delà d'un niveau de sécurité où le taux d'accident, le taux d'incident et le taux d'accident étaient le double de celui des autres industries. Et donc, ils étaient confrontés à cette contradiction. En grattant un peu, on se rend compte que sur le chantier dont je parle, une tour à la Défense, il y a eu un problème d'insécurité manifeste, il y a eu pas mal d'accidents. Et la plupart de ces accidents pouvaient être imputés au choix des méthodes constructives, qui étaient quasiment irréversibles au moment de la réalisation du chantier. Et donc l'axiome selon lequel la sécurité, c'est une affaire de comportement sur le chantier, était faux, parce que l'activité du chantier avait été conçue à 80%, il y avait peut-être 20% sur lesquels on pouvait ajuster, mais à 80%, c'était irréversible du fait du manque de temps, etc. Il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Il y avait un outil autogrimpant très complexe qui avait été retenu et qui a posé des problèmes de sécurité. Alors ceci pour dire que lorsqu'il y a insécurité sur un chantier, accident, il y a des arrêts, il y a du retard qui est pris et il y a des surcoûts. Et on peut opposer à ce projet-là un projet qui a eu lieu un peu plus tard sur une tour à Marseille, réalisé par le même groupe, où tout a baigné et en amont, on a fait de la simulation, du montage à blanc, du maquettage, etc., en consacrant une part de budget, pas énorme, mais une part de budget qui était prévue pour ça, pour anticiper l'activité qui allait se dérouler sur le chantier. Donc de la simulation, du montage à blanc, du maquettage, du travail, vous voyez, tout ce qui permet d'essayer d'anticiper les situations de travail sur une tour de, je ne sais pas combien d'étages, 40 étages, hein, où évidemment des situations de travail peuvent être extrêmement risquées. Du coup, je saisis en fait une question Philippe, du coup, je saisis une question en fait en complément parce que ce que vous venez d'évoquer, à la fois il répond, mais ça nous donne aussi l'occasion d'aller un peu plus large. La question était la suivante. Du coup, comment et quand expérimenter dans un projet architectural? Votre exemple commence à répondre à cette question et du coup, peut-être qu'on peut en dire un tout petit peu plus de manière générique, au-delà de l'exemple que vous venez de citer, sur comment et quand expérimenter dans un projet architectural selon vous. Ben, je dirais le plus tôt possible. En Forcément partage. Le plus tôt possible et en utilisant les moyens techniques qui sont considérables aujourd'hui. Là on bénéficie des effets positifs, je pense, du développement des systèmes d'information, le fait qu'on peut faire de la simulation 3D. On peut disposer, alors ça peut paraître parfois encore assez coûteux de dire je vais faire de la simulation 3D sur l'utilisation d'un bâtiment de bureau, sur la construction du bâtiment de bureau, sur son utilisation, etc. Mais je répète, les surcoûts, un surcoût de 10 en amont peut se traduire par bien sûr des gains de qualité, de qualité de vie au travail, etc. plus tard, mais même le surcoût de 10 en amont peut se traduire par une économie économique de 100 en aval. C'est pour ça que je serais moins lisse que vous sur cette question-là. En fait, j'irai beaucoup plus loin. Je pense que, et c'est ce qui va dans le sens de la qualification professionnelle au PQIBI, assistance en ergonomie, il y a un lien direct en fait entre l'investissement. Pour moi, c'est pas un coût, c'est un investissement bien réel. Le fait de pouvoir poser les choses le plus en amont dans le projet et de le connecter à la réalité et pas une réalité surplombante ou une réalité fantasmée ou une réalité projetée, mais une réalité incarnée qui convoque du coup l'expérience, le savoir des utilisateurs, on aura forcément
un retour sur investissement colossal dans la mesure où on aura pris des décisions en connaissance de cause et par anticipation. Donc, sur les coûts d'exploitation, on va avoir des réductions. Sur l'optimisation des investissements, le plus dramatique auquel nous, on peut être confronté en tant qu'ergonome, c'est des investissements qui sont abandonnés en cours de route. Et on ne citera pas les entreprises, mais les projets d'1, voire 2, voire 3 millions d'euros qui restent sous bâche chez des grands industriels, il y en a pléthore en fait sur les unités de production. Et clairement, si on avait eu la possibilité de prendre ne serait-ce qu'un peu de temps, d'investir un peu de temps pour mobiliser ces connaissances qu'on pourrait qualifier cliniques, forcément, dès les études de faisabilité, les choix n'auraient pas été les mêmes. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'irréversibilité. L'idée, c'est de pouvoir enrichir, de pouvoir prendre des décisions avant que l'irréversibilité ne soit présente. Il y a un point sur lequel moi je souhaiterais revenir en réaction sur la question de Juste par rapport à ça, oui. Mais on est confronté à une difficulté qui est de nature juridique institutionnelle. C'est que, si je reprends l'exemple de la tour de bureau à la Défense construite par Vinci, quand je dis le plus tôt possible, c'est souvent en réponse à un appel d'offres. C'est-à-dire qu'il faut que les réponses aux appels d'offres aient déjà pris en compte au maximum les situations de travail sur le chantier et les usages futurs. Et donc là, il y a pour l'instant un surcoût avant que soit statué sur l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'il y a une dépense à risque, on ne sait pas si on va être retenu. Dans la réponse à l'appel d'offres, il faut avoir fait le maximum de simulations, d'études, etc. pour assurer la qualité des usages futurs. Et c'est là qu'on renvoie sur le donneur d'ordre. Est-ce que les donneurs d'ordre sont prêts aujourd'hui, dans leur culture, dans leur mode de fonctionnement, à accepter de payer des études, des simulations qui ont été réalisées par des fournisseurs potentiels qui peut-être ne sont pas retenus finalement? Ou est-ce qu'ils sont prêts à payer suffisamment pour que sur le nombre d'appels d'offres auxquels les répondants répondent globalement, ils y retrouvent leur compte? Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'une entreprise générale, cette entreprise générale va engager des dépenses sur un projet sur lequel elle n'est pas du tout sûre d'être retenue. Et ces dépenses peuvent être assez considérables si on y inclut de la simulation, de l'étude, etc. Voilà. Donc, il y a ce problème de la rupture juridique et institutionnelle que représente un appel d'offres, l'amont de l'appel d'offres, l'aval de l'appel d'offres. Je suis retenu, je ne suis pas retenu, je suis dans une relation commerciale ou je suis pour l'instant simplement dans une relation de proposition, réponse à un appel d'offres. Et donc, ça implique, je pense, les critères de choix et les critères de comportement des grands donneurs d'ordre. Alors, merci à toutes et tous pour vos remarques, vos questions, elles sont nombreuses. Il y a toute une série de questions qui portent sur, justement, si on partage ces constats, quelles sont les actions potentielles, non pas sur le projet en tant que tel, mais sur les actions à mener, on va dire plutôt d'un ordre méta, c'est-à-dire est-ce qu'on peut et quelles sont ces actions que l'on pourrait mener à l'endroit des maîtres d'ouvrage, à l'endroit des architectes, à l'endroit des concepteurs de manière plus générale. Et du coup, vous y invitiez en fait dans votre propos. Est-ce qu'il y a aussi des questions à instruire du côté de la réglementation, de la structuration des projets, des outils qu'on peut mobiliser au cours des projets architecturaux? Et forcément, la question de comment la structuration des projets invite ou au contraire exclut la possibilité de tel débat, la possibilité de telle expérimentation. Et forcément, je reprendrai le terme que ceux qui auront eu l'occasion d'aller lire les pragmatistes retrouveront, la question de l'enquête en fait, et de ce que vous évoquiez sur les deux pôles ou les deux modalités d'action qu'on pouvait avoir, qui d'un côté le contrôle et de l'autre côté l'expérimentation, l'enquête. Comment finalement on pourrait tenter de faire en sorte que le cadre légal global invite justement et favorise plutôt une répartition qui soit en faveur de l'enquête, de l'expérimentation? Oui, je pense qu'il y a un chantier qui est de nature légale, qui est de nature législative, de nature réglementaire,
sur comment modifier le fonctionnement des projets en France. Je pense qu'il est assez fondamentalement différent de ce qu'on observe dans d'autres pays, aux États-Unis, en Asie. Il y avait un manager de Vinci là, sur le fameux projet qui venait de Singapour, qui avait travaillé pendant plusieurs années à Singapour et qui disait que le fonctionnement des projets à Singapour était fondamentalement différent. Donc, je crois qu'il y a, ou dans les pays nordiques, dans les pays du nord de l'Europe, je crois qu'il y a une réflexion à engager sur notamment les modalités relationnelles, les relations entre les différents acteurs d'un projet, entre la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise générale, les types de liens contractuels et économiques, qui paye quoi, comment, qu'est-ce qu'on accepte de payer. Et ceci joue un rôle fondamental, je pense, hein, c'est très déterminant. Je ne suis pas un juriste spécialiste, mais je crois qu'il y a vraiment un chantier engagé là-dessus. Alors, il y a une thématique avec laquelle moi je ne suis pas très à l'aise et donc l'introduction, comment dirais-je, est une forme de convocation pour le coup à moi-même. Je serais tenté de répondre à la question que je vais citer. Je ne sais pas pour le coup. Et c'est une question qui est arrivée assez tôt finalement et que je reprends puisque la thématique de la maîtrise d'usage est abordée à plusieurs moments au travers de remarques ou au travers de questions. Et donc la question qui était adressée était assez précise. Que pensez-vous du commissionnement, donc commissioning, comme suite aux interventions des maîtrises d'usage dans la phase de programmation? Donc, très personnellement, moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question dans la mesure où je ne sais pas ce qu'est le commissionnement. Mais par contre, cette question, en tout cas, moi, m'invite à débattre autour de la notion de maîtrise d'usage. Pour en avoir échangé avec des programmistes, avec quelques collègues architectes, cette question de concept ou de notion de maîtrise d'usage qui finalement revient en résonance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, qui sont pour le coup des notions légales. Cette notion de maîtrise d'usage, elle n'a pas d'existence légale en tant que telle. Et donc, du coup, elle pose la question, en effet miroir, justement, par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer là, mais aussi ce qui est abordé dans l'ouvrage, de la question de la légitimité politique de cette maîtrise d'usage. Et une des remarques disait, oui, mais si nous n'avons pas de budget pour pouvoir convoquer la maîtrise d'usage et pouvoir l'impliquer, forcément, on restera sur une faible mobilisation, une faible participation de cette maîtrise d'usage. Sachant que le concept, si les mots, pour le coup, sont aisément compréhensibles, la manière dont ils vont se décliner dans un projet, la manière dont ils vont être mobilisés dans un projet, pour le coup, peut s'inscrire, et c'est là un biais extrêmement important qui doit nous alerter, dans une dynamique de contrôle ou dans une dynamique d'expérimentation. Et donc, on peut tout à fait avoir une maîtrise d'usage présente dans l'une ou l'autre des dynamiques. Philippe, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, alors pour moi, c'est un sujet que je n'ai pas exploré jusqu'à présent, donc je vais réagir comme ça tout à fait à chaud et avec un niveau d'ignorance très élevé. D'une certaine manière, il me semble que ce que l'on appelle maîtrise d'ouvrage aujourd'hui devrait être une maîtrise d'usage. C'est-à-dire, si je me mets du côté du maître d'ouvrage, supposons que ce soit une entreprise qui commande un immeuble de bureau, par exemple, si cette entreprise qui veut construire un immeuble de bureau était correctement managée, l'usage de cet immeuble de bureau devrait être directeur dans la manière d'exercer la maîtrise d'ouvrage. Et donc, première remarque, ce serait attention de ne pas légitimer paradoxalement une maîtrise d'ouvrage purement technocratique en introduisant à côté quelque chose d'autre qui s'appellerait maîtrise d'usage et qui serait différent de la maîtrise d'ouvrage, et voir quel est le rapport politique entre les deux, entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'usage. Moi, j'appellerais de mes voeux qu'on remplace maîtrise d'ouvrage par maîtrise d'usage. Qu'on ne parle plus de maîtrise d'ouvrage, mais qu'on ne parle que de maîtrise d'usage. Vous voyez ce que je veux dire, je schématise un peu, je force un peu le trait. Deuxièmement, il ne faudrait pas non plus créer l'illusion selon laquelle la notion d'usage c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon intervention, c'est une notion qui est facilement cernable et stabilisable et figée. Les usages, quand on commence à réfléchir à la conception d'un ouvrage, d'un bâtiment, la conception qu'on a des usages va évoluer fortement jusqu'à la livraison
du bâtiment à ses utilisateurs et va continuer à évoluer ensuite. Donc, il ne faudrait pas que la notion de maîtrise d'usage consiste à figer l'idée que l'on se fait ou la représentation que l'on a des usages. Je parlais de la notion de versatilité du bâtiment. C'est pratiquement, je dirais, un objectif en soi. C'est-à-dire se dire, oui, dans les 5 ans qui viennent, ce bâtiment va servir d'immeuble de bureau, mais les anticipations que l'on fait, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup moins de bureaux d'ici 7-8 ans, parce qu'on va faire plus de télétravail, etc., les tiers-lieux et autres. Il faut que ce bâtiment puisse se transformer en résidence, de bâtiment de bureau à bâtiment d'appartement. Est-ce que, avec la notion de maîtrise d'usage, on est prêt à prendre en compte ces impératifs de transformation stratégique du bâtiment? J'ai un exemple concret, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, dans le cas c'est d'ailleurs celui que je développe dans la préface du livre, le quartier des Sécheries à Bordeaux. On veut évacuer la circulation automobile, on crée un parking à étage, mais la CUB, la Comité urbaine de Bordeaux, dit attention, dans 10 ans, parking à étage, on n'en aura plus besoin, il y aura beaucoup moins de circulation automobile. Et donc, on accepte un surcoût de je ne sais plus combien, 30% sur le parking à étage, pour prévoir sa conversion en immeuble de bureau. Est-ce que la notion de maîtrise d'usage va se placer sur cette vision très long terme, stratégique, avec des mutations radicales possibles? Voilà, c'est la deuxième réserve. Première réserve, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage, quel rapport? Deuxième réserve, qu'est-ce qu'on appelle usage? Merci Philippe. Donc forcément, on a des questions qui reviennent sur la question de la formation, sur la thématique pardon, de la formation des concepteurs et des donneurs d'ordre. Beaucoup de commentaires s'accordent à dire qu'effectivement, plus tôt on intègre la question des usages, forcément plus l'implication sera pertinente, prise en compte et forcément. On a également des questions qui portent sur le BIM. La question, c'est le BIM devient-il incontournable dans la conception et l'utilisation des bâtiments? Doit-on l'intégrer d'office au marché de maîtrise d'œuvre? Alors, clairement, le BIM est en train de monter en puissance, effectivement, et la fédération Sinov porte le déploiement et les compétences au sein de la fédération sont nombreuses en ce sens. Donc oui, le BIM et l'intégration du BIM en conception montent en puissance. Est-ce qu'il faut l'intégrer d'office au marché de maîtrise d'œuvre? Enfin, clairement, je suis pas compétent pour répondre à cela. Je pense que le maître d'ouvrage, en l'occurrence, doit décider si le projet s'y prête ou pas. Et du coup, moi, je voudrais saisir cette question pour revenir sur la question qui venait un peu plus tôt, qui traitait de la question de l'expérimentation. Donc, quand expérimenter et du coup, comment expérimenter? Je voudrais juste partager une alerte en fait sur la question de l'expérimentation. L'expérience montre que la rigueur extrême, pour le coup, doit être de mise dans les phases d'expérimentation. Parce que on a très vite fait, dans des protocoles d'expérimentation, de conclure au-delà de ce que permet de conclure le protocole d'expérimentation. Du coup, Philippe, est-ce que vous seriez partant pour réagir un peu à cette perche que je vous tends? Oui, brièvement, oui, je suis d'accord. L'expérimentation doit suivre des protocoles très rigoureux qui notamment identifient les limites de ce que l'on fait, qui sont liées au fait, aux circonstances environnantes, les limites techniques, spatiales, temporelles, socio-organisationnelles de l'expérimentation, qui par définition se fait dans des conditions différentes de ce que sera l'activité réelle. Donc, je crois qu'effectivement, oui, c'est très important, cette rigueur. Et puis aussi avoir une notion d'expérimentation assez souple, c'est-à-dire l'expérimentation, c'est pas nécessairement avec des moyens techniques lourds. Il y a de l'expérimentation qui passe par, je dirais entre guillemets, de la conversation. Tester auprès d'un certain nombre de gens des hypothèses, organiser des jeux de rôle, mais des jeux de rôle rigoureux, avec des rôles bien définis, des gens qui sont bien choisis pour jouer ces rôles, qui s'y engagent, etc. Donc, avoir une conception très multiforme de l'expérimentation, sans se priver, bien sûr, de l'utilisation des moyens techniques, comme je le disais tout à l'heure, la simulation 3D, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il faut avoir une conception très ouverte de l'expérimentation.
Du coup, dans le prolongement de ce que vous êtes en train de dire, et en miroir, une question est adressée sur comment on fait quand on construit un nouveau bâtiment et que les utilisateurs sont pas là, en fait, que ils sont pas clairement identifiés. Vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, Philippe. Ce qu'on peut dire dans ces cas-là, c'est que le syndrome, parce que je pense qu'on peut parler de syndrome de la table rase, c'est aujourd'hui un syndrome dont il faut se défaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on construit un nouveau bâtiment avec pourquoi pas des nouvelles technologies, qu'on doit partir de zéro. Bien au contraire, il existe forcément quelque part un bâtiment, une technologie qui s'en rapproche. Et donc, la question de l'expérimentation, et c'est pour ça que je préfère presque le terme d'enquête, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que potentiellement, une situation est en train de se jouer aujourd'hui dans la mobilisation du même type de bâtiment, du même type d'organisation ou des organisations approchantes ou des technologies approchantes. Et donc, le simple fait d'enquêter auprès de ces usages, auprès de ces situations d'usage auxquelles on peut facilement accéder, amène de la connaissance qui va être utile pour enrichir le processus de conception. Oui, tout à fait. L'expérimentation n'est qu'une modalité. Moi, j'avais parlé d'exploration, et l'expérimentation est une modalité de l'exploration. Mais par exemple, pour donner un exemple, une résidence qui va être ensuite commercialisée par un promoteur, par définition, en général, on ne connaît pas les futurs habitants de la résidence. Et donc, comment donner la parole aux habitants qui vont habiter là, sachant que ce sont des fantômes, on ne les connaît pas. Ce qui a été retenu dans le cadre, par exemple, du quartier des Sécheries, c'est effectivement, comme vous l'indiquez vous-même, de chercher des résidences qui répondaient à des principes, des choix, des principes assez similaires. Donc, un quartier sans voiture, une hauteur de bâtiment de l'ordre de, si je me souviens bien, 4 étages, déjà dans un jardin, toute une série de choix fondamentaux. Et pour incarner le futur habitant, on a invité les habitants de résidences qui avaient déjà 1, 2, 3, 4 ans d'expérience d'habiter dans leur résidence, donc un certain retour d'expérience, dans une résidence très proche, très similaire à celle qu'on essayait de faire. Donc, c'est pour ça que je parlais de la meilleure incarnation possible de la partie prenante, sachant que dans certains cas, la partie prenante existe et donc il suffit de l'inviter, mais dans d'autres cas, la partie prenante n'est pas physiquement existante et il faut trouver la meilleure incarnation. J'arrête là parce que je suis désolé, je vais devoir vous quitter. J'avais indiqué que je serais obligé de partir à 10h30. Je vais devoir vous quitter pour aller à cette conférence sur le système de santé. Et donc, je prends congé en vous remerciant de votre beaucoup. Merci encore une fois, Philippe, pour votre disponibilité et votre générosité. À très, très bientôt, Philippe. Très bientôt. On va peut-être prendre une dernière question qui, pour le coup, est extrêmement importante. La question qui est adressée, c'est quel est le lien finalement entre usage et ergonome, ou globalement pourquoi les ergonomes ont compétence ou ont un quelconque mot à dire au sujet des usages, en fait. Pourquoi les ergonomes ont des choses à dire des usages. Alors, je pense que la première chose qu'il faut poser, c'est que il est extrêmement important de dire que les ergonomes n'ont pas le monopole des usages. Bien au contraire, plein de compétences professionnelles ont comme objet d'analyse et de travail la question des usages. L'une des spécificités qui est relatée dans l'ouvrage et forcément que l'on peut mieux comprendre au travers des 13 exemples qui sont présentés dans l'ouvrage, c'est que la manière dont les ergonomes abordent les usages, c'est une manière qui est extrêmement spécifique, extrêmement riche et qui, pour le coup, repose sur près d'un siècle de théorie qui mêle à la fois les connaissances des psychologies américaines, russes, et qui, du coup, se cristallise autour du concept d'activité. Le concept d'activité n'est pas à entendre dans une définition qu'on pourrait trouver dans le Larousse. Si vous avez des ergonomes à proximité, prenez du temps pour aller discuter avec eux, autour du concept d'activité. Et du coup, vous pourrez découvrir à quel point ce concept est lourd de conséquences en termes en termes d'implication pratique, en termes de grille de lecture, d'analyse, de mise en lien,
justement dans cette capacité à voir comment l'organisation, qui est un des déterminants de l'activité du travail, va pouvoir se mettre en lien avec l'architecture qui, le bâtiment pour le coup, est lui aussi un déterminant de l'activité. Et donc tout l'enjeu porte sur comment construire le problème auquel doit répondre le projet, que ce soit un bâtiment ou toute autre conception. Et ça me permet de faire le lien avec l'une des remarques précédentes qui était de dire la question des usages, elle doit être sollicitée, mobilisée au plus tôt dans le projet et bien entendu dans la définition du programme ou du cahier des charges initial. Il y a encore plein d'autres questions qui viennent. Ce que je peux vous proposer, c'est de prendre contact, si vous le souhaitez, pour continuer les débats avec l'équipe du syndicat national des cabinets conseillers en ergonomie, donc Sinov Ergonomie. Vous trouverez le site internet très facilement, sinov-ergonomie.fr. Et puis, si vous voulez partager vos réactions à la lecture de l'ouvrage, bien entendu, cet ouvrage a vocation à évoluer, à être enrichi, donc il y aura de nouvelles éditions à suivre et nous aurons un grand plaisir à intégrer vos remarques, vos échanges, vos invitations à prolonger à prolonger l'échange et du coup à enrichir cette dynamique, comme le disait tout à l'heure Philippe, à rééquilibrer la conception vers une meilleure intégration et plus de poids pour l'enquête et un peu moins de contrôle sans forcément perdre cette dynamique du contrôle. Nous vous remercions toutes et tous pour votre participation, pour vos questions, pour vos remarques. Nous comprenons toute la frustration des questions que nous n'avons pas pu citer ou des remarques que nous n'avons pas pu saisir. Nous en avons pris connaissance et encore une fois, si vous souhaitez continuer le débat, nous sommes à votre disposition en d'autres lieux et en d'autres moments. Très belle journée à toutes et tous. Un très grand merci pour votre participation.